Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Gattemery et je suis Anne Gersar, votre hôte. Dans ce podcast, on explore la notion de la réussite avec des invités aux parcours et horizons très divers. Parce qu'on met souvent en avant un modèle de réussite linéaire, nous voulons challenger cette notion pour que chacun puisse se l'approprier et se poser la question « Qu'est-ce que réussir ?» À quel moment je peux me dire que j'ai réussi ma vie? On vous donne rendez-vous tous les lundis où je reçois des entrepreneurs, des salariés, des artistes ou encore des sportifs qui nous partagent leur définition et leurs recettes de la réussite à travers 2 formats qui s'alterneront chaque semaine. D'abord, les récits de vie de Gattemery pendant lesquels nous allons entrer dans l'univers de notre invité pour découvrir l'envers du décor de son parcours et comment il ou elle s'est construit son propre leadership. Puis les tips de Gattemery, pendant lesquels nos invités répondent à vos questions sur une thématique particulière pour vous partager des conseils actionnables immédiatement. D'ailleurs, si vous avez des questions auxquelles vous voulez qu'on réponde, n'hésitez pas à les soumettre sur le site www.gattemery.com ou à nous écrire directement sur les réseaux sociaux. L'objectif de ce podcast est bien sûr de vous inspirer et vous donner des outils concrets pour vous rapprocher de votre propre réussite. Si vous l'aimez, la meilleure façon de le soutenir est de le noter sur Apple Podcasts et surtout de le partager autour de vous. Le bouche à oreille est le meilleur moyen de faire connaître ce podcast et comme vous êtes nos meilleurs ambassadeurs, on sait qu'on peut compter sur vous. Petite annonce avant l'épisode du jour. Ça fait 1 an qu'on parle de réussite et je commence à avoir une petite expertise sur le sujet et je vous ai concocté une liste de 10 questions fondamentales à se poser pour définir son propre sweet spot, c'est-à-dire cet endroit où on se sent à l'aise et à sa place, qu'on appelle aussi la réussite. Ce e-book est téléchargeable gratuitement sur le site www.gattemery.com, donc n'hésitez pas à vous le procurer pour vous rapprocher de votre propre réussite. Allez, c'est parti pour l'épisode de la semaine. Pour ce nouveau récit de vie de Gattemery, j'ai la joie d'accueillir Swazig Barthélémy, la fondatrice d'Empower, qui est une association dont les actions visent à renforcer la liberté et la capacité des femmes à entreprendre. Je voulais recevoir Swazig sur le podcast car j'ai suivi l'évolution d'Empower ces dernières années et leur développement est assez incroyable, que ce soit en France ou à l'international. Mais surtout parce que je voulais comprendre comment a évolué Swazig en tant que personne tout au long de cette aventure qu'elle a débutée sans réelle stratégie. J'étais avec Swazig à l'école, elle était déjà très impliquée dans l'associatif et je voulais comprendre qu'est-ce qui l'a fait tenir et surtout comment elle a pu construire cette association solide toutes ces dernières années. Avec Swazig, on a parlé de féminisme, bien sûr, de posture quand on est leader, de sa propre définition de l'entrepreneur, de ses peurs intimes et de plein d'autres sujets. Et j'ai passé un très bon moment avec Swazig, mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ma conversation avec Swazig Barthélémy. Bonjour Swazig. Bonjour Enger. Je te remercie de ton temps. Voilà, du coup là, t'es pas à Paris, t'es au Mexique, c'est ça? Exactement, ouais. Je suis à Mexico City. Ouais, du coup, on fait l'enregistrement à distance parce que moi, je suis pas du tout au Mexique, je suis bien à Paris. Donc, Swazig, j'aimerais commencer par ta vision du féminisme. Tu as créé Empower il y a maintenant quelques années et j'ai lu quelque part ou entendu, je sais plus, dans un podcast où tu disais « Je suis une féministe en retard ». Est-ce que tu peux m'en dire plus? Alors, en effet, je pense... Alors, petit disclaimer aussi pour moi, je pense que c'est un terme que j'utilisais pas du tout en étant petite, plus jeune, adolescente, jeune adulte, ou en tout cas qui n'avait pas du tout de connotation ou d'univers positif ou situé, en tout cas. C'est pas un sujet dont je parlais à la maison, à l'école, avec mes amis. Et donc du coup, moi, quand j'ai découvert, je pense, le féminisme, j'ai vraiment eu, je pense, 2 temps. Alors, je pense que j'en avais entendu quand même un petit peu parler et à travers plutôt des conceptions assez caricaturales. Et donc, oui, je pense que j'ai fait partie. J'ai eu des mots un peu malheureux parfois, quand j'étais beaucoup plus jeune, où j'avais l'impression que le féminisme était associé à des femmes notamment qui voulaient faire société à part ou voulaient faire sécession, et donc du coup j'avais du mal à me projeter en fait sur cette idéologie, sur ce mouvement. Et puis en fait je suis tombée après sur des lectures, donc je me suis construite et j'ai construit mon féminisme à travers
du coup, je pense ma curiosité en découvrant des écrits, en parlant aussi avec d'autres personnes, en parlant avec des féministes, en découvrant des vidéos. Alors, je pourrais en citer quelques-uns, mais je pense les deux ou trois qui m'ont vraiment moins impacté dans ma vie. C'est La cause des femmes. Enfin, je crois que ce livre s'appelle La cause des femmes de Gisèle Halimi. À chaque fois, je trébuche, alors que c'est un de mes livres préférés, mais à chaque fois, je trébuche sur le titre, mais je crois bien que c'est celui-ci. Et en fait, qui a été, alors Gisèle Halimi, avocate, féministe, qui a œuvré sur plein de sujets, puis elle a aussi œuvré à travers la politique. Elle a fait passer, en tout cas, elle a contribué à plein de sujets à travers l'outil législatif. Et qui a notamment contribué à légaliser du coup l'avortement en France. Et bref, qui est une super féministe qui est décédée il y a peu de temps, que j'admire énormément. Et donc du coup, je suis tombée sur ce livre-là, qui a été un écrit fondateur pour moi dans ma vision du féminisme, mais aussi de pourquoi est-ce que c'est une cause, la cause des femmes. Donc il y a eu ce livre-là d'abord, et puis du coup qui m'a ouvert la porte sur plein d'autres écrits. Et puis il y a eu, je pense, alors 2 vidéos, une que j'ai trouvée très puissante en termes de message, qui a été le message de, j'allais dire Hermione Granger, mais ce n'est pas du tout son nom dans la vraie vie. Emma Watson. Non. Emma Watson, on est d'accord, ouais, j'ai eu un gros trou de mémoire. Emma Watson, du coup, j'ai eu peur de moi-même. Hermione, mais Emma Watson. Exactement. Donc du coup, cette vidéo, à l'occasion du lancement de la campagne E4She de ONU Femmes, où Emma Watson, qui est toujours ambassadrice de ONU Femmes, a fait ce discours en disant, voilà, en fait, quel que soit le label que vous souhaitez vous donner ou que vous souhaitez porter, en fait, il faut quand même qu'on s'unisse. Et donc ça, j'ai trouvé, alors, à la fois, je m'y reconnaissais et je m'y reconnaissais pas, parce que pour moi, la question de label, elle est quand même assez importante. Mais par contre, j'ai trouvé que c'était un message extrêmement fédérateur, et je pense qui m'a touchée, parce que je pense que c'est aussi un des objets du féminisme, à mon sens, c'est d'arriver à fédérer les gens autour d'une vision. Alors proposer un projet de société en fait qui est différent de celui qu'on a vécu sur les dizaines, centaines d'années qui nous ont précédés. Donc il y a eu cette vidéo, et puis après, moi je suis une grande fan de Chimamanda Adichie. Chimamanda Adichie, ouais, exactement. Qui est une écrivaine nigérienne. Exactement, qui est une écrivaine nigériane. Moi, j'ai découvert son TEDx d'abord, qui s'intitule We Should All Be Feminists, qui est génialissime, qui existe aussi en micro-livre. C'est très court et franchement, c'est un des... Je sais pas, je trouvais ça aussi d'une simplicité folle de décrire pourquoi est-ce qu'on devrait tous être féministes. Et en fait, qu'il y avait pas... En fait, c'est facile de se cacher derrière, mais en fait, les féministes sont comme ceci, ou si t'es féministe, c'est parce que t'es comme cela. Et qu'est-ce que tu penses de ceci? Est-ce que tu penses que c'est pas trop excluant, etc. Et en fait, on n'avance pas, on fait pas avancer la cause. Et j'ai trouvé ça très puissant, son message de dire, voilà, on m'a dit que si j'étais féministe, ça veut dire que j'aimais pas sourire, ou que j'avais une vie romantique ou sexuelle qui était forcément extrêmement pauvre et triste. Et en fait, rien de tout ça. Et donc, du coup, elle arrive à dire, voilà, je suis une féministe qui est ceci, qui est cela, qui aime sourire, elle le fait de manière assez ironique, mais en fait c'est très puissant de montrer que voilà, il faut pas enfermer, je pense, les personnes qui se revendiquent féministes dans un cliché, dans une box, parce qu'en fait on est plein à porter une vision du féminisme, et la preuve, me concernant, je pense que mon féminisme a énormément évolué sur ces dernières années. Je ne pense pas la même chose sur certains sujets aujourd'hui qu'il y a quelques années, et c'est ok. Et en fait je pense que ça fait partie de notre j'ai envie de dire de notre être, enfin en tant qu'être humain, on apprend, on se construit, on se déconstruit, on découvre d'autres choses, et ça doit c'est un parcours en fait. Donc voilà, pour reprendre le terme du coup de féministe en retard, c'est que je pense que je suis arrivée assez tardivement avec ces écrits, mais que aujourd'hui, il y a plus un seul sujet pour moi de est-ce que je suis féministe ou pas. Bien sûr que oui, je suis féministe, et je regrette pas de pas avoir dit je suis féministe plus tôt, parce que ça fait aussi partie de ma construction. Et je pense qu'il faut aussi accompagner les gens, il faut les écouter, il faut dialoguer en fait. Pour moi, c'est aussi cette vision-là que je porte, c'est celle du dialogue. C'est très douloureux parfois, je pense, de dialoguer avec des personnes qui portent des visions, alors j'ai envie de dire parfois opposées, mais parfois qui représentent aussi
en tout cas qui reprennent ou qui véhiculent des systèmes d'oppression qui nous ont fait mal. Mais par contre, on ne pourra jamais avancer pour moi si on s'abstient de ce dialogue nécessaire. Il faut aider les gens à se transformer, il faut accepter qu'on puisse se transformer soi-même et qu'on puisse évoluer aussi par rapport à ces sujets. Voilà, cette introduction très longue, mais qui permet de donner quelques références. Oui, ça pose les bases, parce que tu vois, je voulais te poser cette question, parce que tu vois, le féminisme aujourd'hui, on en parle beaucoup et chacun ou chacune a sa définition, plus ou moins. Et c'est pour ça que je voulais avoir ton avis là-dessus, donc c'est chouette. Et c'est une bonne transition pour ma prochaine question, qui est sur Empower, tout simplement. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la mission d'Empower, ce que vous faites et tout ça? D'ailleurs, vous avez eu le festival qui a été un carton, c'est trop bien, j'y étais, c'était vraiment chouette. Très très belle organisation, encore bravo. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus sur Empower? Ouais. Du coup, je vais repartir d'une citation de Gisèle Halimi dans le livre que je citais. Trop bien. Qui dit c'est dans la dépendance économique que naissent les autres dépendances. Et je pense que pour définir Empower, je pense que c'est un petit peu ce combat-là. En tout cas, c'est de cette manière et c'est à travers ce prisme et cette inégalité en particulier qu'a démarré Empower. Moi, j'ai été très sensible, je pense, depuis le début, alors sans forcément mettre les mots dessus et sans associer ça à des expériences que j'ai vécues ou à des expériences vues ou rendues visibles dans mon entourage. Mais je pense que cette question de, en fait, la dépendance économique empêche les femmes de pouvoir mener leur vie selon leurs termes. Et je pense que ça a été quelque chose d'extrêmement important pour moi à cibler. Et c'est ça que j'avais envie de pouvoir, à quoi je pouvais, ce sujet auquel j'avais envie de m'attaquer à travers Empower. Et donc Empower, la mission de l'organisation, je pourrais revenir après sur exactement ce qu'on fait, etc. Mais la mission aujourd'hui, c'est de se dire qu'il y a un secteur, qui est le secteur de l'entrepreneuriat, qui concerne des millions de personnes, d'hommes, de femmes dans le monde. Mais notamment qui concerne des millions, des centaines de millions même aujourd'hui de femmes. Et qu'aujourd'hui, ce secteur, a du mal à véhiculer, à être un tremplin pour justement permettre aux femmes d'atteindre cette autonomie financière, économique et de se réaliser, donc de se empower, parce que l'empowerment ne peut pas être réduit à une simple conception ou fonction économique, on y reviendra j'imagine après, mais du coup que ce secteur aujourd'hui n'est pas suffisamment source d'empowerment pour les femmes qui y sont, qui souhaitent y entrer, pour plein de raisons. Et parce que notamment, en fait, il y a encore plein d'inégalités de genre qui subsistent dans ce secteur en termes d'accès à de la formation, en termes d'accès à des réseaux, en termes d'accès à des ressources productives, donc notamment des ressources financières ou des ressources foncières, typiquement, quand on entreprend dans différents secteurs. Et que ces inégalités, en fait, empêchent les femmes aujourd'hui de pleinement s'épanouir dans ce secteur. Et donc, c'est la vision et la mission de Empower, c'est à la fois de soutenir ces femmes entrepreneurs qui ont en fait des talents, qui ont plein de talents, qui ont plein de projets, qui ont plein de choses à exprimer, et puis à travers leur entrepreneuriat, qui peuvent aussi en fait créer une valeur économique, sociale, environnementale différente pour nos sociétés. Donc c'est de les soutenir, et puis en même temps de se dire que il faut profondément changer la manière dont l'entrepreneuriat fonctionne. L'entrepreneuriat comme secteur, comme plein d'autres secteurs de l'économie, donc dans nos sociétés, hein, je parle pas juste de la France ou juste d'un autre pays, mais je pense de manière générale, c'est construit aussi sur la base d'un certain nombre d'inégalités avec du coup une rémunération par secteur qui diffère. Il suffit de regarder dans nos sociétés les métiers entre guillemets du care, le care étant le prendre soin, sont souvent moins rémunérés que des métiers qui vont être largement plus occupés notamment par des hommes. Et qui sont considérés comme étant plus productifs. Donc ça pose la question aussi de quelle valeur on attribue aux fonctions occupées par les personnes, par des êtres humains, par des femmes, par des hommes dans nos économies. Et donc dans le secteur de l'entrepreneuriat, c'est un secteur qui s'est quand même construit avec une vision extrêmement masculine, avec une composition très masculine, avec une valorisation du succès qui est extrêmement masculin. Et je vais prendre quelques exemples. Alors aujourd'hui j'arrête de donner cet exemple parce que je crois que ça a changé, mais il y a encore franchement il y a 5 ou 10 ans, fallait taper entrepreneuriat ou entrepreneur sur Google Images et ce qui ressortait était méga flagrant en fait. C'était vraiment une vision costard, quoi.
voilà, un mec en costard blanc avec une vision très enfin voilà, avec une vision du succès entrepreneurial qui est extrêmement limitée, parce qu'en fait l'entrepreneuriat recoupe en fait tellement plus de réalités. Et donc je pense qu'il y a cet enjeu-là aussi au fond dans Empower, c'est de bien entendu apporter du soutien à des femmes entrepreneurs, mais aussi de voir d'un point de vue collectif comment est-ce qu'on fait évoluer aussi ce secteur pour qu'il soit beaucoup plus inclusif, pour qu'il soit plus ouvert, que ce soit pas exactement les mêmes personnes qui osent se lancer, que du coup ça soit quelque chose qui soit plus accessible, et pour aussi que du coup la route entrepreneuriale, l'aventure entrepreneuriale ne soit pas forcément conditionnée par d'où tu viens, si tu es un homme ou une femme, si tu es noir ou blanc, si tu as fait les bonnes études ou pas, mais que du coup il y ait davantage peut-être voilà, de dispositifs d'inclusion et d'égalité dans ce secteur. Très clair. Et du coup, toi, je sais que tu as commencé Empower au début à l'international, avant de plus le déployer en France. Pourquoi ce choix? Excellente question. Alors, je pense que c'était une combinaison de facteurs. Déjà, moi, j'ai commencé Empower dans le cadre de mes études. Donc, c'est-à-dire que j'étudiais dans une école de commerce. Alors, pour le coup, je suis aussi, je pense, un peu dans une certaine forme un peu un stéréotype moi aussi de l'entrepreneur social, hein. J'ai fait une grande école de commerce, j'ai étudié dans une grande école de commerce. J'ai commencé ma carrière dans un autre secteur pendant 2 ans. Alors c'est pas duré très longtemps, mais j'ai quand même commencé ma carrière dans un autre secteur pour après vraiment me lancer à fond dans Empower. Mais au démarrage, j'ai vraiment lancé Empower comme plutôt un projet d'études et c'était réalisé du coup dans le cadre de mes études supérieures. Et je pense qu'il y a eu plusieurs choses qui se sont imbriquées et qui m'ont plutôt attirée vers l'international. Je pense que déjà en grandissant, j'avais pas eu forcément cet accès moi à l'international. De par les choix voilà de ma famille, etc. C'est-à-dire j'avais pas forcément eu cette exposition internationale autrement de ce que je pouvais voir à travers les médias, et c'est quelque chose qui me posait énormément de questions. Et en fait, quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet de l'entrepreneuriat des femmes, il y avait un sujet qui prédominait, en tout cas un angle qui prédominait, qui était l'angle de la microfinance. On parlait énormément de ces femmes micro-entrepreneurs à travers le monde. Et c'est vrai que la microfinance était davantage visible et développée, du coup, dans des pays où le système bancaire n'était pas du tout suffisant ou en place pour atteindre les populations visées. Et donc, du coup, on parlait plutôt de pays en voie de développement, et donc qui se situaient en Afrique, en Asie, en Amérique latine, etc. Donc, je pense que déjà, il y a eu ce contexte-là où j'avais, je pense, envie de mieux découvrir, mieux comprendre ce qui se passait à l'international, de mieux aussi déchiffrer ce qui nous remontait médiatiquement de ce secteur de la microfinance, et de comprendre un petit peu qui étaient ces femmes micro-entrepreneurs, quel était leur contexte, puisque la manière dont c'était présenté, c'était vraiment présenté en mode le microcrédit allait vraiment solutionner l'ensemble des problématiques d'inégalité économique entre femmes et hommes à l'international. Et donc j'avais vraiment envie de pouvoir entrer là-dedans. Et puis je pense qu'il y avait un troisième facteur, qui était un facteur que j'ai mis un peu plus de temps à percevoir et à mettre, en tout cas identifier, qui était aussi, je pense, mon propre prisme et ma propre capacité à faire face à ce sujet d'inégalité entre femmes et hommes. Et en fait, alors c'est comme ça que je le déchiffre aujourd'hui, parce que j'ai aussi fait ce travail de rattrapage. Je pense qu'à l'époque, c'était compliqué pour moi de travailler sur un sujet d'étude qui me renvoie en fait aux propres inégalités, aux inégalités que moi, auxquelles je pouvais faire face, ou que je pouvais identifier dans mon entourage. Je pense que c'est toujours plus compliqué. Enfin, je sais pas pour toi, Enger, mais je pense que c'est toujours plus simple, de manière générale, d'être plus clair sur peut-être quelque chose qui se passe en dehors de notre périmètre propre, donc de son corps, de sa pensée, etc. Enfin, je sais pas pour vous, mais j'ai toujours plus de simplicité à analyser les problématiques d'une amie que d'analyser mes propres problématiques. Oui, je vois. Et je pense que c'était un petit peu cet effet-là. Je pense que j'avais pas assez de recul, j'avais pas encore assez de maturité sur le sujet pour être capable de m'attaquer au sujet qui me touchait moi, parce qu'en fait l'étranger, enfin l'international, c'est aussi une distance que j'ai mise d'une certaine manière entre moi et le problème. Parce que d'une certaine manière, c'était une problématique que j'étudiais sur, du coup, des populations, des femmes
qui ne partageaient pas forcément mon quotidien, qui ne partageaient pas forcément ma réalité. Donc ça, c'était plus simple. Je pense que c'était une distanciation que je mettais et qui, à ce moment-là, était nécessaire. Donc voilà un peu pourquoi j'ai commencé par l'international, même si après, bien entendu, en fait, ça m'a rattrapée, donc j'ai été obligée de me confronter à, en fait, pourquoi est-ce que j'ai voulu étudier ça, en quoi ça résonne avec mon expérience personnelle, avec éventuellement aussi mon entourage, et donc avec ce que je pouvais voir autour de moi, dans ma famille, dans mes amis, et comment est-ce que je connecte, mon intime avec du coup le travail que je menais. Très bien. Et donc tu le disais tout à l'heure, du coup au début Empower c'était un side project, tu le faisais à côté de ton travail. Tu peux me dire à quel moment tu as eu justement ce déclic pour tout lâcher et te consacrer à 100% sur Empower? Je pense que c'est le pire moment de ma carrière. C'est mon déclic. Dis-nous. En vrai, je pense que j'ai pas eu un moment où je me suis dit c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc en effet, j'ai lancé Empower en études, sans ambition entrepreneuriale. Et puis après, j'ai voulu le continuer. On était plusieurs, donc on a souhaité le continuer. J'arrivais à la fin de mes études, donc c'est posé la question de mon orientation professionnelle et de quel serait mon premier métier. À ce moment-là, je pense qu'il y avait beaucoup de choses un peu contradictoires dans ma tête et beaucoup de pistes. Et donc j'ai pris une piste qui était un peu une piste de simplicité pour moi parce que je connaissais ce secteur, j'y avais déjà un peu travaillé pendant mes études, qui était une banque d'investissement sur des projets du coup d'infrastructure, pareil à l'international, donc il y avait quand même un lien. J'ai pas totalement, enfin voilà, je m'y retrouvais en termes de sens. Par contre, je m'y retrouvais pas forcément en termes de fonctionnement d'entreprise. C'est une très grande structure, très verticale. Donc voilà, donc je m'y retrouvais pas. Et en fait, en parallèle, du coup, en effet, je travaillais sur Empower. Je pense qu'au bout de quelques mois, je me suis rendu compte qu'en fait, ce partage de temps n'était bénéfique pour aucun des deux jobs, entre guillemets, jobs que je tenais, donc ni mon boulot en banque d'investissement, ni mon boulot pour Empower. Parce qu'en fait, déjà, je pense que je suis une personne qui est très entière et à fond, donc j'ai besoin d'être à 150% sur un sujet. Et donc là, j'étais potentiellement à 50% ou 75% sur deux sujets à la fois. Et sur chacun des sujets, ce qui me permettait pas du coup d'être vraiment, je pense, engagée, d'avoir tout mon esprit et toutes mes forces mentales, physiques sur un sujet. Donc ça déjà, ça a été une limite. Et au bout d'un moment, j'ai vu cette limite et je me suis dit, voilà, je sens que je vais pas pouvoir tenir très longtemps. Par ailleurs, c'était extrêmement aussi prenant comme emploi du temps parce que du coup je faisais vraiment la journée mon boulot, le soir je faisais Empower, le week-end était consacré à Empower. Donc voilà, donc je me plongeais littéralement dans ce tourbillon de travail et je suis une personne qui aime j'aime bien travailler. Je sais pas comment est-ce que ça sonne quand je le dis comme ça, mais j'aime bien travailler et j'aime bien je suis une personne qui va à fond dans son travail. Donc je pense que ça me convenait, mais en même temps, je sentais qu'il y avait peut-être aussi un décalage. Et puis, en fait, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas eu forcément un déclic. Il y a eu un moment où ça s'est passé, mais par contre, je pense que c'est quelque chose qui s'est vraiment fait, en fait, comme une vague qui montait. Et il n'y a pas forcément eu un moment où je me suis dit mais en fait c'est exactement ça. Ouais. Et voilà, en fait, je pense que ça s'est fait par à-coups. À des moments où je dis en fait non c'est plus possible, mais je repousse un peu la réflexion. Et un jour du coup j'étais en banque, enfin j'étais à mon poste et je regardais mon écran et là je pense que j'ai bugué pendant 1 à 2 heures devant mon écran en me disant mais qu'est-ce que je fais devant ces tableurs Excel. Par ailleurs j'adore, je suis plutôt une matheuse ou c'est vraiment plus quelque chose que j'apprécie, donc mais là vraiment j'ai eu un bug. Je me suis dit qu'est-ce que je fais devant ces tableurs, t'es pas à ta place, en fait là juste tu t'es trompé. Et donc je me suis levée, j'ai demandé à parler à mon boss, je lui ai annoncé de manière extrêmement maladroite, je crois que le terme que j'utilise c'est je dois partir. Okay. Voilà, comme si c'était un devoir de partir à ce moment-là. Corps et mon esprit, à un moment, je pense, ont frisé, ont bugué et ont eu besoin peut-être, ont envoyé un signal de, en fait, c'est le moment. Même si c'était un sujet et que c'était un questionnement que j'avais au fond depuis déjà quelques mois, je pense qu'il y a un moment, c'est mon corps et mon esprit qui vraiment ont signifié. C'est le moment de te lever et d'aller dire que tu choisis cet autre projet. Voilà.
Quand tu dis ça, du coup, à l'époque, t'avais peut-être quoi, 27 ans? Peut-être un peu moins même? Non, j'avais 23 ans. 23 ou 24. Tu vois, Oui, quelque 23, chose comme ça. tu vois, c'est encore pire. 23, 24, donc tu te lances. Maintenant, on sait ce que c'est devenu, hein. Je sais pas, vous avez combien de collaborateurs en tout maintenant? Alors, du coup, Empower, collaboratrices. Ou bien combien de membres? Exactement. Ouais. On est plutôt des collaboratrices d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Bah du coup aujourd'hui Empower c'est un réseau, donc c'est-à-dire que on est structuré avec des Empower nationaux qui portent du coup les programmes et les activités auprès des femmes parce qu'en fait c'est les mieux placés pour accompagner les femmes en local. Donc Empower Côte d'Ivoire, Empower France, Empower Niger, etc. Et du coup on est une petite soixantaine aujourd'hui dans ce réseau employé. Enfin en tout cas voilà, on est une soixantaine de personnes qui travaillent pour le réseau directement. Ok, très clair. Et du coup aujourd'hui, donc ça veut dire que tu vois de la Swazik de 23 ans à ce que vous faites maintenant, il s'est passé, je pense, énormément de choses. Moi, les questions que je me pose, c'est d'abord comment t'as pu embarquer tous ces gens-là avec toi. Tu vois, quand t'arrives, t'as une idée, t'y crois, t'es à fond. Comment tu fais pour embarquer des gens? Excellente question, sachant que je le précise, c'est toujours une question pour moi. Non pas de savoir embarquer, mais de savoir l'exprimer. Et en fait, moi, pour info, je suis pas une personne timide. Je pense que je suis, par contre, j'ai une part d'introversion assez importante, même si j'aime beaucoup le contact avec les autres. Mais par contre, une de mes caractéristiques, j'ai énormément du mal à prendre la parole en public. C'est vraiment pas quelque chose dans lequel je m'épanouis. Je suis beaucoup plus à l'aise dans des conversations en petit comité, plus intimes, que de dérouler un immense exposé. Donc déjà, pareil, disclaimer, je suis vraiment pas la reine du pitch. C'est pas du tout un exercice dans lequel j'excelle. Par contre, je pense que fédérer des personnes, c'est pas pitcher son projet. Et je pense que justement, comment est-ce qu'on a réussi à fédérer, parce que j'ai pas été la seule, je pense, là-dedans. Je pense que déjà, faut y aller petit à petit. Et je pense qu'en fait, faut connecter avec les gens et il faut parler de sa passion. Enfin, moi, je suis quelqu'un de très passionné, très convaincu. Et du coup, je pense que c'est cette passion-là qui m'a permis de connecter avec les personnes au fur et à mesure. On n'a pas commencé à 60 à Empower. On a même commencé à... ça aurait été chouette, hein, mais non, c'est pas du tout le cas. On a commencé à 3 ou 4. Et en fait, oui, quand je revois ces moments où on était 3 ou 4, on n'échangeait pas sur les mêmes priorités, on n'avait pas les mêmes... on n'avait pas les mêmes discussions, et puis en fait on n'avait pas du tout aussi la même manière de fonctionner, donc ça se construit au fur et à mesure. Par contre, je pense qu'on a toujours su faire de la place pour se poser ensemble et réfléchir à la vision collectivement, et ça, je pense que ça c'est un rôle quand on fonde une structure, c'est un rôle qui est extrêmement important à tenir et à avoir. C'est d'arriver à créer des espaces de discussion, de formaliser des visions, de faire fourmiller les idées également, d'autant plus. Alors nous, on s'attaque vraiment au sujet de l'entrepreneuriat, donc c'était important, je pense aussi. Mais d'avoir une richesse d'idées, de se projeter. Et en fait, je pense que c'est la chose qui est à la fois la plus excitante et la plus épuisante dans Empower, c'est que tous les 2 mois, j'ai l'impression qu'on se projette sur plein de nouveaux projets. Et donc, en fait, c'est super excitant et stimulant parce que en fait, c'est un sujet qu'on continue à explorer, de comment créer un secteur plus inclusif, de comment soutenir davantage de femmes entrepreneurs, et qu'est-ce que ça veut dire. Et en fait, on dit pas la même chose qu'il y a 6 ans, donc c'est aussi un work in progress, c'est une évolution, parce qu'on fourmille d'idées, parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement optimiste aussi, et où on se projette en fait dans le futur. Et donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie, et du coup d'avoir une équipe qui partage cette culture et qui en fait tous les 2 mois t'invente de nouveaux projets, de nouveaux défis, etc. L'exemple du festival que tu citais en est un. Enfin, l'année dernière, en plein Covid, on s'est dit allez, on organise un festival qui va rassembler des milliers de personnes. Bon, en vrai, c'était vraiment pas facile et il y a eu des moments un peu de stress, mais je pense que le défi nous a aussi sorti de la morosité ou du côté en fait on sait pas où on va avec le Covid. Donc ça nous a sorti de ça et ça nous a permis de nous projeter sur quelque chose de positif. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore, et je pense que c'est peut-être en effet quelque chose
que j'ai réussi à instaurer dès le début dans Empower et qui aujourd'hui est devenue vraiment une culture d'organisation et qui permet de fédérer aussi du coup les gens autour non pas d'un projet commun mais du coup de plusieurs projets communs et d'une manière aussi de se projeter de manière positive sur nos projets. Très clair. Et tu vois, tu le disais, effectivement au début vous étiez 5 et maintenant vous êtes une soixantaine. La question aussi que je me pose, c'est comment est-ce que ta posture a changé? Parce que au fil du temps, l'association elle évolue, elle grandit, il y a vraiment une vraie croissance de par, je pense même les fonds que vous avez, tout ce que vous avez à gérer. Toi, est-ce que ta posture a changé? Et si oui, de quoi tu t'accompagnes pour justement changer ta posture et mieux accompagner tes équipes? Je sais pas si ma question est claire. Si, très clair, et ça résonne beaucoup. Je le disais juste un petit peu avant, j'ai beaucoup évolué et je ne fais plus les mêmes choses aujourd'hui que ce que je faisais il y a 2 ans ou même il y a 5 ans. Sur cette question d'évolution, je pense que déjà il y avait un enjeu de la conscientiser. Est-ce que je devais en fait évoluer ou est-ce que j'avais envie d'évoluer? Il y a eu des moments où j'ai eu envie en effet d'évoluer de poste parce que il y a certaines choses au final dont je m'occupais qui étaient pas forcément où j'avais l'impression de pas forcément être non pas à ma place mais d'exprimer le potentiel ou les qualités que je pense avoir dans cette structure. Par contre, en termes d'évolution, moi je le vois aussi par phase, donc je vois vraiment je vois 2 phases en fait. Je vois une phase alors qui est plus une évolution mentale sur le sérieux de Empower, qui a été le moment où on a embauché les premiers employés. Parce que quand on a démarré, il y avait pas d'argent, hein, donc on partait de zéro, l'organisation n'existait pas, personne ne nous attendait, le nom n'était pas fait. Et donc, en effet, pour porter des projets, on a un modèle économique qui repose principalement sur du mécénat ou des subventions. Et donc, du coup, fallait aller les chercher. Sauf que quand t'as pas de track record, quand t'es personne, etc., tu mets un peu plus de temps à les avoir. Et je pense que vraiment, en fait, dans cette phase de lancement, qui a duré, je dirais, la phase de mise en place, lancement a duré potentiellement à peu près 2 ans. Il y a eu vraiment un switch au moment, alors pas lancement ou quand je dis lancement, c'est vraiment mise en place de tout, réflexion, premier financement, acquisition d'autres financements à côté, premières équipes qui se mettent en place, etc. Donc oui, je dirais 1 an et demi, 2 ans. Okay. Et donc en fait pendant cette période, je pense qu'il y a eu un vrai switch pour moi à partir du moment où j'ai signé des contrats pour employer des gens. Parce que là du coup on passait de ok c'est une aventure potentiellement je m'en raccrochais à cette idée de bon au pire on se plante, ok on se plante, ça aura été un test et je repars vers autre chose. En fait là si on se plante du coup il y a des salaires en jeu, il y a des employés en jeu, il y a des personnes qui en dépendent aussi économiquement. Et là ça a vraiment changé ma perspective. Et ça a été pas évident parce que du coup en effet on est passé d'avoir quelques employés au départ où je me dis c'était la belle époque du coup à avoir du coup là des dizaines d'employés, enfin des dizaines de personnes qui dépendent de nos projets. Alors à la fois en termes de bénéficiaires mais aussi en termes d'employés, enfin qui sont engagés et que j'ai pas du tout envie de laisser sur le carreau parce qu'on fait les mauvais choix stratégiques. Et ça c'est pas évident en termes de charge mentale. Donc déjà, faut s'entourer des personnes qui connaissent leur sujet. Quand t'es entrepreneur, en effet, t'as peut-être un rôle de fédérer, de représenter la structure, d'impulser les nouvelles idées. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois mon rôle. Mais par contre, il faut que tu connaisses quand même un certain nombre de sujets, financiers, administratifs, de communication, etc. Mais par contre, t'as pas une expertise sur tout pointue. Et donc, du coup, ça, je pense que c'est vraiment important de s'entourer. Et moi, je me suis entourée de certaines fonctions très tardivement, ce qui a été compliqué du coup dans ma fonction de CEO, où à un moment, je me retrouvais avec l'ensemble des finances de la structure à gérer, structure qui était déjà quand même assez importante. Enfin, on avait potentiellement déjà du retard sur ce recrutement, et ça a été trop lourd. Et en fait, ça m'a trop pesé. Et à un moment, en fait, j'ai senti vraiment que j'atteignais une limite. Donc voilà. Donc je pense que pour revenir du coup sur les différentes phases que je mentionnais, il y a vraiment une prise de conscience mentale de ok, en fait, là, c'est du sérieux et il faut pas se planter. Et du coup, j'ai mis en place, je me suis entourée de mentors, je me suis entourée aussi d'autres entrepreneurs pour parler, de en fait, à qui tu fais remonter les problèmes, à qui tu fais remonter les questions que tu peux avoir. Donc il y a des choses que tu peux voir avec ton collectif, avec ton équipe, avec tes équipes pour en fait poser les sujets en interne.
Mais par contre, il y a des choses qui relèvent aussi de tes propres atermoiements internes et qui relèvent de tes propres réflexions. Et parfois, c'est peut-être un petit peu compliqué de les partager avec des membres de ton équipe. Bien sûr. Donc du coup, c'est important de s'entourer en externe. Et puis moi, j'ai mis en place aussi du coup des mécanismes mentaux pour m'enlever cette charge mentale. Et donc je vais donner un exemple très clair. J'ai toujours peur que Empower se plante. Enfin même aujourd'hui, j'ai toujours peur. Et donc du coup, pour éviter de me dire en fait mais qu'est-ce qui se passe, et en fait de faire ce que j'appelle un peu l'escalade, enfin l'escalier de la charge mentale, de dire oh, mais en fait si on n'a pas ça, mais attends ça va planter ça, et en fait et puis en fait là il va y avoir ce problème là, et puis en fait tout va s'effondrer comme un château de cartes. En mode domino, du coup j'ai appris un peu à prendre du recul, ce qui veut pas dire que je prends pas le sujet au sérieux, mais depuis que une de mes collègues m'a dit écoute en fait Swaz, si jamais un jour on se plante, et ben écoute c'est pas grave. On prendra les derniers euros qui restent sur le compte, on achètera du champagne, on ira fêter cette aventure dignement, et puis en fait on aura fait un super chemin et on s'extasiera de ça. En fait, bon, ça nous fait rire de le mentionner, mais moi ça me soulage. Non pas que ce soit une option envisageable pour moi, mais en fait je me dis bon ok, tout ne va pas s'effondrer, toute ma vie ne va pas s'effondrer si un jour on se plante. Ça fait partie aussi du chemin. Donc ça, je pense qu'il y a vraiment eu cet aspect mental. Et puis, en tout cas, ce switch, ces deux phases de ok, en fait, ça devient sérieux et comment je gère cette charge mentale. Et puis à côté, je pense que la deuxième phase qui a été plus compliquée à gérer, qui a vachement impacté aussi ma posture, c'est la phase de croissance. Où faire x2 quand t'es 2, ça va, mais faire x2 quand t'es 15, 20, 30, du coup, c'est plus compliqué à absorber. Et donc ça, je pense que ça a été ma phase la plus compliquée. Et où en fait j'ai pas trop eu le choix, je pense. À la fois, en fait, j'atteignais mes limites intellectuelles, de compétences et de temps sur certains sujets. Donc on a été obligé, j'étais obligée à un moment en fait de vraiment actionner certains recrutements ultra stratégiques pour la structure et qui se sont faits parfois un peu trop tardivement à mon goût. Mais voilà, parfois c'est manque de temps, manque de ressources et manque de clarté. En fait, plus t'es occupé, plus tu manques de clarté. Mais ça, je pense que c'est vraiment important de se dire que intégrer des compétences, même si ça peut représenter des investissements, ce que ça va apporter comme décharge de travail et comme expertise dans la structure est ultra précieux. Donc ça, et puis à côté, j'ai eu deux autres choses. Je pense que en fait, j'ai eu une limite de temps, et donc je pense à certains égards au grand bonheur de mes équipes. J'ai appris du coup à lâcher sur certaines choses et à pas relire tous les docs et à être ok sur peut-être ne pas faire partie, en tout cas ne pas être en étape de validation sur certaines choses, et du coup à vraiment non pas déléguer mais aussi faire confiance et laisser les personnes dans l'équipe se lancer, se planter et voilà. Et puis ça fait aussi partie du jeu quand tu grandis, d'accepter de plus être partout. Et je me suis fait accompagner. Ça c'est mon troisième, dans la manière de gérer la croissance, je me suis fait accompagner par une coach, pour voir, en fait, quel est mon rôle et qu'est-ce que j'ai envie d'avoir comme rôle. Et est-ce que cette phase de croissance, est-ce que je suis la bonne personne pour porter, en tout cas pour fédérer les personnes et pour être à ce poste-là. Et ça, je pense que c'est assez sain de se poser la question régulièrement. En tout cas, moi, je le vis comme un exercice assez annuel où, voilà, je me remets aussi en question et je me pose la question de est-ce que je suis à la bonne place et est-ce que je travaille sur les bons sujets et est-ce que ce que je fais m'apporte, moi, encore de la satisfaction et est-ce que j'apporte de la valeur à mon poste et à la structure. Très clair. Très clair. Merci pour toute cette transparence. En tout cas, c'est vraiment cool. Alors, il y a une question que je pose souvent dans ce podcast, une notion dont je parle souvent, c'est la notion de sweet spot. C'est là où tu te sens à ta place. Est-ce que tu peux me dire en quoi tu te sens à ta place aujourd'hui avec tout ce que tu fais avec Empower? En quoi je me sens à ma place? Alors, je pense que déjà, il y a des signes. Alors, je sais pas si c'est en termes de attitude générale et de ressenti général ou si c'est pour identifier ce qui m'apporte plus de satisfaction dans mon travail. D'accord. Mais du coup, je peux peut-être répondre avec les deux. Bien sûr, on est libre. Hein. Je pense que je vais rebondir sur ce que je disais avant, c'est de se reposer la question de est-ce que je suis à la bonne place, en fait, de manière générale. Je pense que ça, il y a des manifestations psychiques, physiques, quand on n'est pas forcément à sa place dans un boulot. Moi, je l'ai vécu, du coup, un peu quand j'étais à la banque, où j'ai vu que je me sentais pas à 100% là, que mon mental n'était pas là, que j'avais d'autres manifestations aussi, parfois d'anxiété, de perdre mon temps dans un job qui était peut-être
au final pas fait pour moi, etc. Et donc ça, je pense qu'il faut vraiment être méga à l'écoute, y compris quand on est dans un job qui, entre guillemets, est un peu le dream job. Ouais. Ou potentiellement on se dit non mais en fait c'est tellement génial que je ne peux pas ne pas être à ma place. Et donc en fait pour être à l'écoute, moi je fais un peu un check. Alors du coup avec ma coach, je le fais aussi individuellement. J'ai un super conjoint avec qui je fais ces checks aussi, enfin à qui j'impose ces checks et qui doit du coup m'écouter pour aussi le faire avec moi. Et en fait c'est des checks qui sont assez importants pour moi parce que je vérifie mon alignement avec du coup aujourd'hui le poste que j'occupe, avec les projets portés par la structure, et je me suis toujours dit que le jour où je sais pas j'ai plus l'impression vraiment de contribuer, enfin en tout cas d'apporter une valeur ajoutée importante à l'organisation, où j'ai l'impression de pas forcément d'avoir peut-être envie d'autre chose, etc., je me permettrai toujours de sortir de Empower. Alors peut-être pas au début parce qu'en effet il faut construire, mais aujourd'hui Empower c'est une structure qui roule avec plein de professionnels génial et qui sont totalement capables, enfin aujourd'hui c'est beaucoup plus un collectif que ça l'était avant. Et bien entendu, je pense que une fondatrice, un fondateur a toujours une place assez spéciale et importante, et pour apporter des idées nouvelles, etc. Avec plein de fonctions différentes. Je vais détailler ça après. Mais par contre, que c'est aussi ok de savoir sortir, potentiellement temporairement, potentiellement pour de bon. C'est ok de savoir ça. Si jamais en fait on n'est plus aligné avec peut-être avec l'organisation, avec les projets, avec ce qu'on a envie de faire. Donc, moi je fais ces checks assez régulièrement, et ce qui est ultra puissant en fait là-dedans, c'est que le jour où je me suis dit, alors je pense que les premières années je disais non, je vais pas sortir de Empower, enfin je construis pas un truc à moitié pour dire allez ciao bye bye, en fait je vous laisse le 50% en restant à faire. Et en fait depuis que moi je me suis formulée un jour, donc c'était sûrement il y a quelques mois, enfin il y a à peu près je dirais quelques mois en début d'année. En fait, là, si aujourd'hui je décide de partir de la structure tient. Et alors quand je dis partir de la structure, c'est vraiment en termes d'emploi à temps plein. C'est pas forcément de couper tous les ponts, etc. Mais je le précise quand même. Mais du coup, le jour où je décide ça, en fait, ça tient. Et du coup, le jour où je me suis dit ça, du coup, je me suis dit, ok, est-ce que ça te donne envie de partir? Et du coup, ma réponse a été non. Et ça, je trouve que c'est extrêmement puissant d'avoir la liberté, en fait, d'être dans une structure où t'es pas indispensable et où tu choisis de rester. Et donc ces checks de est-ce que c'est encore ce que j'ai envie de faire sont importants pour moi, parce que du coup ça me re-challenge sur ce que j'ai envie de faire, ça me re-challenge sur ce que j'ai envie d'apprendre, ça me re-challenge sur est-ce que j'apporte ma plus grosse valeur ajoutée aux équipes et à l'organisation aujourd'hui, ou est-ce que je pourrais faire différemment. Et du coup en fait je trouve que c'est un peu une sorte de réengagement. C'est un peu comme les personnes qui refont qui refont leurs vœux de mariage. Du coup, moi, c'est une manière de me dire, ok, Empower, je t'aime encore, et j'ai envie de continuer encore avec toi. Et ça, je trouve que c'est assez puissant de le faire. Donc voilà, en tout cas, voilà, en termes d'ancrage dans un poste, c'est ma première réponse. Et après, les sweet spots, la deuxième manière dont je le comprends, c'est qu'est-ce qui m'apporte de la joie. Et qu'est-ce qui m'apporte du bien-être. Donc peut-être que c'était totalement, donc j'ai fait un hors-sujet total sur la première réponse. Mais c'est ça, tu vois, il y a ce côté sweet. Je pense qu'il m'apporte beaucoup de sweet, enfin de joie. De joie et de bien-être dans la structure. C'est entre guillemets collectif. Alors le collectif, c'est un peu un mot valise. Je pense que du coup, il est un peu utilisé un peu à toutes les sauces aujourd'hui, mais je peux peut-être exprimer et expliquer ce qui revêt pour moi. Alors moi déjà, j'aime bien manager, j'adore manager. C'était pas du tout quelque chose que je projetais au début, avant que j'ai cette fonction de manager. Je pensais que j'aimerais pas du tout ça, alors qu'en fait j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup voir les personnes grandir. Et en fait, je pense que autant l'impact de Empower est quelque chose qui me passionne, autant en fait construire une aventure collective, des équipes, c'est vraiment, je pense, je dirais pas du tout c'est un privilège. Voilà, c'est un privilège dans cette aventure. Je me serais jamais vue entreprendre seule. Je me verrai jamais entreprendre seule, parce que en fait, d'interagir avec mes collègues, de les nourrir
qui me nourrissent et qu'elles me nourrissent, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment un privilège. Et donc ça fait certaines personnes avec qui je travaille depuis 6 ans, hein, et donc on s'est vu grandir, on s'est vu trébucher, on s'est vu échouer, on s'est vu tout, et on est encore là. Et en fait, leur énergie, moi, me nourrit énormément. Donc ça, déjà, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important pour moi. Et typiquement, là, en janvier prochain, on prévoit le 2e séminaire global, donc qui réunit l'ensemble des équipes qui sont établies du coup sur, je crois, 7 pays. Et ça va être un moment, enfin, j'ai méga hâte, tu vois, quand j'y pense. Là, j'ai un énorme smile quand j'en parle, parce que je sais que on va voir toutes les énergies, on va voir toutes les personnes qui sont convaincues par un sujet commun, qui partagent une vision, qui partagent des valeurs. Et ça, franchement, c'est canon. Enfin, de se dire, ok, en fait, ça a permis de faire émerger un groupe de personnes de nationalités différentes, qui sont établies sur des géographies différentes, qui ont pas le même âge, qui ont des parcours de vie différents, mais qui se rejoignent sur un sujet et qui ont cette énergie méga positive ensemble. Ça c'est ouf. Trop bien. Ça, c'est vraiment quelque chose, c'est un énorme sweet spot pour moi. Et après, j'en ai d'autres, dont certains vraiment, genre, c'est vraiment pas des sweet spots dont je suis fière. Alors, autre sweet spot, j'adore imaginer, donc c'est quelque chose que j'aime bien faire, de participer aux réflexions avec les équipes projets, pour réfléchir à la meilleure manière d'accompagner. Enfin, j'aime bien créer. Hein. Je pense qu'il y a plusieurs types d'entrepreneurs, et moi, je m'épanouis bien dans me projeter dans de nouvelles choses. Donc voilà. Et typiquement, les vacances, enfin mes moments de break longs, sont des moments où généralement, quand je me détache un petit peu de l'opérationnel de tous les jours, etc., c'est ces moments-là où j'ai beaucoup d'idées qui remontent. Et donc ça, c'est méga chouette parce que du coup, j'adore aussi prendre ce recul et du coup proposer de nouvelles choses et contribuer au développement de Empower avec de nouvelles idées. Donc ça, c'est quelque chose qui m'épanouit beaucoup. Et après, alors du coup, de la manière que pendant mes études, j'aimais bien faire des exercices de maths pour me décharger l'esprit, etc. Du coup, j'aime bien, par exemple, travailler sur des Excel dans la structure, enfin pour l'organisation, sur des Excel du coup de finance ou de CRM. Enfin voilà, ça c'est le truc que j'avoue pas trop parce que c'est pas méga sexy, mais en vrai. Non, en vrai, j'aime bien, imaginer des cadres, les mettre en place, avoir des choses qui fonctionnent bien. Franchement, rien ne me fait plus plaisir qu'un budget où tu remplis quelques hypothèses et après tout se calcule différemment et tout est automatique. Alors ça, vraiment, c'est quelque chose. Magie d'Excel. Voilà. Voilà. Donc du coup, ça c'est un peu mon sweet spot. Comment dire, non pas interdit, mais un peu, j'ai pas envie de dire inavouable, mais un peu. Un peu. Je vois très bien. Super. Là, je vais passer, Swazik, sur les questions usuelles du podcast, que j'appelle le Tabine Gatémerie. C'est des questions que je vais te poser, tu réponds de manière spontanée. Okay. Ou comme tu veux, d'ailleurs, t'as le choix. Est-ce que tu peux me dire, pendant ces différentes transitions, quelle a été ta plus grande peur et comment t'as su la surmonter? Transition professionnelle, par exemple, de la banque à Empower? Non, des transitions que t'as eues dans ta vie. Tu vois, ça peut être pendant Empower, je pense que t'as eu plein de transitions. Ouais, et puis même avant Empower. Bah oui. Je pense que quand j'ai commencé à me projeter sur ce que je voulais faire, ma plus grande peur, c'est celle de perdre du temps. Ouais, je pense que celle de perdre du temps à une place qui n'est pas la mienne. C'est-à-dire oui. Du coup, de m'embarquer sur un job, d'y passer du temps, de me trouver des excuses pour y rester, alors qu'en fait, c'est pas du tout ce que je devrais faire. Et en fait, ça c'est vraiment une peur, et puis c'est une peur qui est encore là chez moi aujourd'hui, hein, de me dire en fait potentiellement je me mens ou je suis pas à ma place et je veux pas le voir parce que je me mets plein d'excuses. Voilà. Et donc du coup, je pense que un mantra que je donne et qui m'a beaucoup servi à moi, et c'est un peu comme ça que j'ai vraiment opéré ce changement de vision. Enfin, j'ai essayé de voir les choses différemment. Plutôt que de me dire oh là là, si je choisis ça, mais c'est une catastrophe, je vais perdre du temps. En fait, je pense que chaque choix n'est pas anodin. Je pense qu'on perd jamais notre temps. Et l'image que je donne, que je trouve assez puissante, c'est qu'en fait, faut pas avoir peur de pousser des portes, parce que derrière une porte, il y en a 10 nouvelles, il y en a 10 autres. Et donc, en fait, moi, j'ai pas du tout regretté, et je regrette pas aujourd'hui d'avoir poussé cette porte de la banque d'investissement. Parce que je pense que peut-être que ce qui s'est passé pendant cette année de travail dans la banque, enfin j'ai passé 2 ans en tout, mais en tout cas cette année en particulier,
Ça a été aussi pour moi qu'on s'appelle un step, une marche pour aller vers Empower. Et ça n'a pas été une parenthèse où je voulais faire Empower avant et en fait je l'ai fait après. C'était une parenthèse, ça a été une perte de temps. Non, je pense que ça faisait partie du chemin. Et donc de voir peut-être les choses de manière un peu plus linéaire et pas forcément par à-coup. Je pense que c'est important de se dire que il y a un chemin, que c'est une continuité, qu'il n'y a pas de mauvais choix entre guillemets, et qu'en fait s'il y a un choix qui nous plaît plus ou qui nous déplaît, en fait il y a vraiment pléthore de choix derrière. Ça c'est vraiment important, je pense, en termes de transition. Ça m'a aidé. Si je peux en dire, je pense à éventuellement deux autres, mais une en tout cas qui a été un vrai qui a été difficile pour moi et qui est encore en cours, c'est de faire le lien entre mon intime et ma vocation et ce que je laisse paraître à l'extérieur ou la manière dont je m'engage en fait dans ces projets qui ont une visibilité externe. Et ça, c'est vraiment un sujet, je pense, qui est encore actuel pour moi. Mais du coup, ça te fait peur, c'est ça ? Une question. Ouais, ça me fait peur, ouais. Ça me fait peur parce que tu te dévoiles, en fait. Tu te dévoiles. Et en fait, il y avait une question dès le début de Empower, je m'en souviens dans les médias qui m'étaient posée et je détestais cette question, au point où j'essayais de dire, mais en fait, cette question n'a aucun sens, etc. Alors qu'en fait, je pense qu'elle avait vraiment du sens. On me l'a posée sous deux formes. C'est pourquoi est-ce que tu as fondé Empower et c'est quoi ton social déclic? Et en fait, ce qui est attendu derrière cette question, c'est de connecter en fait avec ton intime. Oui. C'est de connecter avec qui tu es. Et moi, j'avais beaucoup de mal et je disais j'ai fait ça parce qu'il y avait un problème dans le monde. Et en fait c'est une partie de la réponse, mais qui est vraiment 5% de la réponse. Oui, la réponse en fait, c'est pourquoi ce sujet en fait me touche, pourquoi est-ce que ça m'impacte. Je pense que j'ai commencé à y répondre il y a quelques années, à essayer de connecter avec des expériences que dont j'avais pu être témoin, de voir dans ma famille, qui est une famille plutôt de femmes. Enfin, en tout cas, moi, j'ai plutôt une famille de femmes. Je pense, il y a des hommes dans ma famille, mais j'étais quand même pas mal entourée, je pense, de figures de femmes. Et donc, comment ces femmes ont été, je pense dans ma famille, ont été victimes de dépendance économique, ou se sont relevées, ou se sont battues, ou se sont affranchies. Et en fait, je pense que ça a été, ça m'a fait peur en fait d'aller regarder au fond pourquoi ça, parce que ça touche à l'intime, parce que ça touche à des choses qui peuvent faire mal, qui peuvent être effrayantes aussi, je pense. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait peur et qui continue à me faire peur, et qui me pose la question de est-ce que là aujourd'hui je suis allée au fond ou pas? Et moi, ma réponse aujourd'hui c'est non. Je suis pas du tout allée au fond. Est-ce que je dois y aller? Est-ce que je dois aller creuser? Et comment après je le fais exister? Comment je le fais exister? Parce que forcément c'est des choses qui peuvent être pas faciles. Et donc comment est-ce que je le porte au quotidien? Parce que du coup c'est quand même lié à mon métier, c'est lié à ma vocation. C'est intéressant ce que tu dis. Hyper intéressant. Comment faire travailler l'intime, en plus surtout dans cette période où on nous parle beaucoup de personal branding, de storytelling, je trouve que c'est compliqué. Je suis d'accord avec toi. Bien sûr. Et tu vois, je me rends compte même en t'en parlant, je pense que c'est assez nébuleux. Enfin, j'ai même du mal à mettre peut-être des expériences personnelles et à décrire des situations parce que je pense qu'il y a une forme de pudeur très forte encore chez moi sur ça. Quelle est la leçon de vie que tu as pris le plus de temps à apprendre? Je pense qu'on n'est pas parfait et c'est ok. Et on a potentiellement plein de contradictions et c'est ok, mais ça devrait pas nous empêcher d'agir. Ça, je pense que c'est une grosse leçon de vie que j'ai plutôt enregistrée, apprise ces derniers temps, pas très tôt. Ouais, ça, je pense que c'est une première. Attends, j'ai plein d'autres leçons de vie à partager après. Mais ça, je pense que c'est une première chose, c'est en effet le militantisme, l'engagement ne requiert pas la perfection. Sinon, je pense qu'on serait pas du tout dans le même monde dans lequel on vit aujourd'hui. On serait dans un monde parfait, parce que du coup, il y aurait plein de personnes parfaites pour l'avoir construit. Et du coup, je pense que ce qui est important, c'est le chemin. Alors oui, ce qui est important, c'est l'objectif. Moi, j'ai envie de me battre et j'ai envie de raccourcir le nombre d'années qui nous séparent d'une égalité entre les femmes et les hommes. Et puis, j'ai envie de dire, voilà, ce sujet de 50-50 d'égalité parfaite, c'est pas forcément le sujet. C'est plutôt de créer un monde dans lequel tout le monde s'épanouit, tout le monde a les mêmes opportunités et peut saisir ces opportunités pour se réaliser. Donc moi, c'est ce que j'ai envie d'atteindre. C'est mon objectif. Et il y a encore un très très grand nombre d'années et potentiellement des années où je ne vivrai plus tellement elles sont longues pour atteindre ça.
Mais par contre, ce qui est important, en fait, c'est le chemin. Et je pense que ça, c'est vraiment un niveau individuel et collectif. Personne n'a la vérité vraie. Personne ne détient en tout cas cette vérité vraie. Et c'est ultra important d'accepter, de cheminer en fait vers ses idéaux, vers ses objectifs, d'apprendre, d'évoluer. Ça, c'est vraiment quelque chose, je pense que j'étais beaucoup plus du côté idéaliste, un peu potentiellement moralisatrice et un peu non, c'est vraiment ça, c'est l'objectif final qui compte, sans voir en fait l'importance du chemin et sans accepter aussi que on peut se planter, qu'on peut faire des allers-retours et qu'on va évoluer. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure, c'est que oui, l'engagement ne requiert pas la perfection. Ça, je pense que c'est une première chose. Et puis après, une deuxième leçon de vie, je suis une personne très sensible, avec des émotions très fortes. Et je pense que j'ai toujours vu ça comme un désavantage. Okay. Mais aussi parce que je pense que dans la société, c'est ce qu'on transmet. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on véhicule. Il faut pas trop pleurer, il faut pas être trop excessif. Je pense que c'est d'autant plus... Enfin, c'est d'ailleurs pas seulement un sujet pour les femmes et les filles, je pense que c'est aussi un sujet pour les hommes et les garçons. Bien sûr. De pouvoir exprimer ses émotions. Et en fait, j'y suis pas encore tout à fait parce que ces émotions sont très riches et très abondantes chez moi. Et du coup, c'est vrai que des fois, je me pose la question de est-ce que faut que je les mette un peu, faut que je mette un peu le couvercle sur la marmite de temps en temps parce que là, ça déborde trop. Mais par contre, aujourd'hui, je pense que j'ai appris, c'est une leçon de vie aussi pour moi, c'est une richesse et ça veut aussi dire que ces émotions intenses signifient aussi une vie intense et c'est ok et c'est pas un désavantage, c'est pas un défaut. Ouais. Et ça, je pense que c'est important de, quelles que soient ses qualités, ses défauts, on n'a pas toutes et tous les mêmes. Moi, je sais que du coup, cette intensité émotionnelle est chez moi. Et il faut que je construise avec et pas que je fasse contre et que j'essaye de réprimer au fond ce qui me constitue, ce qui m'a toujours constitué et ce qui fait aujourd'hui qui je suis, qui m'a amené sur ce chemin en fait. Je serais jamais allée sur cette voie-là si j'avais pas potentiellement ressenti de manière forte les inégalités de genre auxquelles j'étais confrontée ou que je pouvais observer. Je serais pas arrivée là. Complètement. Donc voilà, donc ça je pense que c'est c'est d'accepter en fait de mieux accepter, de davantage accepter cette intensité émotionnelle qui est la mienne. Super. Qu'est-ce que la réussite pour toi? Qu'est-ce que la réussite? Alors, je peux commencer par répondre par ce qu'elle n'est pas. Easy. Vas-y, je t'en prie. J'ai appris que la réussite, c'était pas du tout un poste ou une fonction, que c'était pas un salaire. Qu'en gros, la réussite, c'est pas du tout, je pense, comment dire, c'est pas un nombre de critères à montrer en externe. En fait, je pense que dans la réussite, il y a quelque chose d'extrêmement... pour moi, il y a une conception à extérioriser. Et donc, du coup, qui dit à extérioriser dit forcément à comparer. Et je pense que la réussite, pour moi, ne se trouve absolument pas dans la comparaison, si ce n'est peut-être dans la comparaison avec soi-même. Dans mes classes de philo, qui remontent à moult années, parce que du coup, ça fait quand même pas mal de temps que j'ai quitté ces bancs-là, on avait étudié des textes que je trouvais méga intéressants de Nietzsche sur le Übermensch. Übermensch, je veux en dire du coup le surhomme en allemand. Et en fait, ce que j'avais trouvé méga intéressant, c'est que cette notion avait totalement été dévoyée par ailleurs après par notamment les nazis pour qualifier en fait qui est un surhomme par rapport à un autre, alors que dans les écrits de Nietzsche, il est totalement interprété comme étant un surhomme par rapport à soi-même. En fait, c'est se dépasser soi. C'est le dépassement de soi. Et du coup, je pense que dans cette question, voilà, je ferme la parenthèse philosophique. Philosophique. Non, mais hyper intéressant. Peut-être qu'il y a des amateurs ou des amatrices de Nietzsche qui vont nous écouter et qui vont dire que c'est pas du tout cette lecture-là, mais en tout cas, moi, c'est ce que... Oui, non, mais c'est une interprétation. C'est une non-interprétation et puis c'est aussi quelque chose que j'avais pas mal étudié dans ma jeunesse. Tout ça pour dire que sur la réussite, je pense que ce que n'est pas la réussite pour moi, c'est une comparaison avec les autres.
c'est très dur, c'est très très dur, je pense, d'autant plus dans une société avec des réseaux sociaux où quand tu regardes LinkedIn, c'est affichage de réussite et de succès ponctuel, de t'as réussi à faire ta levée de fonds, t'occupes ce nouveau poste, tu réussis à recruter, etc. Et auquel je participe totalement par ailleurs. Hein. Je jette la pierre à personne. Par contre, ce n'est pas la réussite. Et je pense qu'un succès professionnel n'est pas forcément une réussite. C'est pas forcément deux mots. Je pense qu'on peut inverser et qu'on peut échanger. Pour moi, la réussite, c'est d'être ancré à un moment dans sa vie et de s'y épanouir. Enfin, il y a vraiment un enjeu pour moi autour de non pas par rapport à d'autres personnes, non par rapport à ce que j'aurais voulu être ou ce que je projette être dans 10 ans, mais par rapport à là, tout de suite, est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que ça correspond à mes valeurs? Est-ce que ça coche toutes les cases? Est-ce que je m'épanouis? Est-ce que le matin, je me lève en pensant à plein d'autres choses que j'aurais envie de faire? Sauf ce que je fais actuellement ou pas. Et en fait, une réussite, c'est pas forcément juste dans le professionnel. Ça peut être parce que on s'engage en politique, en association, on est militant, parce qu'on réussit à avoir, je sais pas, avoir des occupations, à apprendre, etc. Donc, je pense vraiment que je détacherais vraiment la réussite de deux choses, du contexte professionnel pur, enfin, en tout cas de la limite du contexte professionnel, et également de la comparaison avec les autres. Et j'invite, j'avais découvert un podcast, pas du tout un podcast, un TEDx que j'avais trouvé mais lumineux sur le sujet non pas de la réussite mais de meaning. Oui. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait? Alors moi, j'associe beaucoup le sujet de la réussite à avoir du sens dans ma vie. Mais du coup, ça pose la question de qu'est-ce que ça veut dire avoir du sens. Bah oui. Et il existe un podcast, je pourrais te redonner la référence, Edgar, pour le mettre dans le lien de l'épisode. Mais le TED, mais je pense que je vois, enfin, je me souviens plus du nom, mais tu vois, les TED, moi, je suis fan et tous ces sujets-là m'intéressent, donc forcément, mais du coup, tu me diras. Mais je pense l'avoir déjà écouté ou vu. Et j'avais trouvé ça super beau où il y avait plusieurs critères et notamment l'appartenance, appartenir à un groupe, appartenir à une famille. Et ça, je pense que j'y adhère entièrement. De pouvoir appartenir. Je pense que le sens de l'appartenance c'est très important. De belonging, exactement. Et puis il y avait aussi une question d'impact qui moi me touche particulièrement. Donc voilà, donc tout ça pour revenir sur, je vais pas refaire le TEDx, mais du coup pour revenir sur ta question de qu'est-ce que la réussite. Je n'ai pas de formule, je n'ai pas de définition même de la réussite. Ce que j'ai appris, c'est que la réussite n'est pas une comparaison avec les autres et ne doit pas l'être. Et à partir du moment où on rentre dans ce système et dans ce mécanisme, on sort, je pense, de sa réussite. On est dans peut-être dans une notion de achievement ou de performance. Ou de succès, en fait. Et non de réussite. Ou de succès, potentiellement, mais pas de réussite. Donc ça, déjà, ça ne l'est pas. Et puis, je pense qu'on peut réussir sa vie de plein de manières différentes. Et c'est ce que je me souhaite à moi, de la réussir de plein de manières différentes et de pas forcément... Alors, je me souhaite de rester à Empower aussi longtemps que ça m'apporte du bonheur et que je peux apporter aussi du sens à cette équipe et à cette organisation. Mais je me souhaite aussi de réussir plein d'autres choses dans ma vie. Je me souhaite d'apprendre. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi et j'ai d'apprendre de nouvelles langues, d'apprendre, je sais pas, des instruments, d'apprendre de nouvelles compétences. C'est vraiment, je pense que je me souhaite ça typiquement. Donc je pense que ma réussite sera liée à tout ça. Bah nous aussi on te souhaite tout ça, Swazig. Et je peux même ajouter en vrai. Ouais. Non, en fait non, je vais pas. Pas de censure. Ok, d'accord. Vas-y, go. Je te dirai après si c'est quelque chose qu'on garde ou pas dans cet épisode, mais
Mais j'avais fait un exercice avec mon conjoint avant de partir en mobilité à l'international pour Empower. Donc moi, ça fait une petite année que je suis partie. Je suis partie pour le compte de Empower pour explorer de nouveaux marchés, de nouveaux écosystèmes, pour réfléchir à nos modèles de réplication. Donc ça sonne un peu technique, mais en gros, l'idée, c'est de savoir, sur les pays où on n'agit pas, est-ce qu'on a envie d'en être? Est-ce qu'il y a des structures qui font déjà notre job? Est-ce qu'on pourrait pas collaborer avec elles? Ou est-ce qu'il y a même pas des choses à créer dans d'autres pays à l'international? En partant vraiment de ce qui existe en local. Et en fait, j'ai eu la chance de pouvoir embarquer mon conjoint dans cette aventure, qui lui a pris une année sabbatique pour me suivre. Très sympa. Et en fait, avant de partir, on s'est posés tous les deux pour réfléchir. Alors, ce qu'on a appelé l'esprit, mais en fait, c'est plus que l'esprit. Je pense que c'est les objectifs. Et qu'est-ce qui signifierait que on a une mobilité réussie? Parce que c'est challengeant de partir dans des pays où on reste 3-4 mois. Et du coup, qu'est-ce qu'on a envie? Et en fait, je pense que ça, c'est un bon exemple parce que il y avait plein d'objectifs sur ça et qui étaient des objectifs partagés ou des objectifs individuels, enfin respectifs. Qui nous appartiennent à chacun d'entre nous. Et je pense que ça montre bien ce que ça veut dire la réussite. En fait, la réussite pour moi n'était pas juste de réussir ma mission professionnelle. Bien sûr, ça englobe beaucoup de choses. Et d'avoir un succès professionnel. En fait, c'était aussi de découvrir de nouvelles choses sur de nouvelles cultures, d'apprendre une langue, de pouvoir avoir un temps à distance pour explorer d'autres choses, d'en profiter pour pratiquer de nouvelles activités, du sport, etc. Et ça, en vrai, ça a fait vraiment partie intégrante de mon processus de mobilité internationale, et je pense que ça fait d'une certaine manière partie aussi de ma réflexion sur ma place dans Empower. C'est qu'est-ce que ça m'apporte aujourd'hui, et est-ce que ça rentre dans ma vision à un moment T de la réussite, qui va être d'apprendre de nouvelles choses, d'être au contact de personnes inspirantes, etc. Trop bien. Voilà. Bah écoute, on va le garder parce que j'aime beaucoup. D'accord. Non, puis je trouve que c'est intéressant ce que tu dis, tu vois, ce concept de réussite, c'est vrai qu'il est très individuel, tu vois, de base. En fait, moi, je crois énormément à cette pensée, ce courant qui dit que c'est en creusant l'individuel à fond que tu arriveras à faire émerger le collectif. Et ça, j'y crois énormément, tu vois. C'est que tu peux pas, mais c'est difficile. Tu peux plus, c'est hyper difficile. Bien sûr, c'est un challenge. Mais il faut vraiment creuser l'individuel, se dire, tu vas à fond dans tes guts, tu vois, dans tes tripes, ce que tu veux. Et c'est en faisant ça que tu arriveras à mieux collaborer avec les autres. Je suis super d'accord. Et je pense qu'en fait, c'est un peu un never-ending process ou job, à mon avis, parce qu'on n'a jamais fini de se connaître, de se découvrir. Alors, je pense qu'on est capable de se décrire tous et toutes dans les grandes lignes. Genre, je suis un peu comme ceci, je suis plutôt introvertie, je suis plutôt timide, je sais pas, j'aime les lasagnes et non pas la pizza. Enfin, je pense qu'on est tous capables de donner un peu ce qui est perceptible de l'extérieur. Mais par contre, de se connaître soi-même vraiment profondément à l'intérieur, en fait, et parfois, c'est un peu vertigineux, je pense. Oui, non, ça prend du temps. De regarder et de dire, waouh, tout ça. Ouais, déjà, faut être prêt pour le faire. Et surtout, en plus, moi, tu vois, l'introspection, je le vois plutôt comme un moyen de se créer un cap. Tu vois. Cette histoire de réussite, de sweet spot, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est vraiment comment tu te crées un cap dans ta vie pour savoir vers quelle direction tu vas. Et là, je parle de la grande direction, hein, tu vois. La grande direction et tout le chemin de la vie, c'est ça te mènera à cette direction. Les moyens, tu ne sais pas, mais au moins, tu connais ton cap. Et ça, c'est hyper important, je trouve. Et en même temps, moi, je trouve que ce que j'ai appris, c'est que c'est important de pas s'enfermer, et le côté linéaire, en tout cas, vraiment avec un y est égal à x plus b, hein, voilà, on est sur cette fonction-là mathématique, dans tout cas quelque chose de très rectiligne, linéaire, et un peu, je pense, peut faire peur, en tout cas à moi, m'a fait peur. C'est ça. De me dire, en fait, toute ma vie est tracée. Et donc moi, les questions de où est-ce que tu te vois dans 10 ans, dans 15 ans, en fait, c'est des choses qui oui, peuvent parfois m'apporter en me disant super, je serai en fait je sais même pas y répondre, donc je vais pas dire super, je serai là, parce que je sais pas y répondre, mais surtout quand on sait pas y répondre, je pense que ça peut être source d'anxiété. Ça peut être source d'anxiété, se dire j'ai pas toute ma life tracée devant moi, je sais pas exactement à quel moment je vais avoir ceci. Et en fait,
moi en tout cas dans mon développement personnel, mais ça m'appartient et je sais pas si, en tout cas ça résonne avec moi-même, mais ça résonnera peut-être pas forcément avec tout le monde. Je pense que ça a été vachement important d'accepter de non pas se laisser porter, mais de laisser la place aux opportunités, parce qu'en fait il y a des choses qui arrivent, y compris des choses négatives, des portes qui se ferment, etc., qui sont des moments aussi qui vont nous ouvrir de nouvelles perspectives. Et donc plutôt que vraiment une ligne vraiment toute droite, toute tracée en disant voilà le cap il est là-bas, il faut y aller, et qui peut potentiellement aussi donner un peu un vertige à la fois de monotonie et puis aussi je pense de côté un peu ascendant, c'est-à-dire qu'il faut toujours aller un peu plus haut, quoi. Je pense qu'il faut accepter de s'imaginer un parcours peut-être par vague, peut-être par palier, exactement. Et même si je suis totalement d'accord avec toi, Enger, faut savoir qu'est-ce qui compte dans la vie. C'est quoi ce qui va être important pour soi dans la vie. Et moi, j'avais fait cet exercice il y a quelques années en me disant qu'est-ce qui va être vachement important. Bah typiquement, je l'ai cité tout à l'heure, le fait d'apprendre, c'est ultra important pour moi. J'ai besoin de me nourrir, d'ouvrir mes perspectives, d'apprendre. Si j'apprends pas, si j'apprends plus, j'ai l'impression de mourir à l'intérieur. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose. Alors après, je peux le retrouver de plein de manières. Je peux refaire des études, je peux me lancer dans un nouveau job qui a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que, du coup, faut définir ce qui est important pour soi et faut se laisser après la place d'avoir un parcours haché, interrompu, non linéaire, parce qu'en fait, c'est ça qui fait aussi, je pense, la beauté de certains parcours et la beauté d'une vie. Carrément. Tout à fait en phase. Je pense qu'on pourrait en parler des heures sur ça parce que je pense que voilà, on est sur la même, sur les mêmes, comment on appelle ça? Sur la même longueur d'onde. Ouais, longueur d'onde. J'allais dire vibration, mais pas du tout. On n'est pas dans le côté feng shui, là. Ça va pas. Il fait tard, c'est pour ça. Swazik, est-ce que tu as un mot de la fin? Quelque chose que tu aimerais dire, que t'as pas pu dire? Un dernier conseil, un dernier, je sais pas, quelque chose que t'aimerais ajouter? J'ai pas forcément d'autres conseils et à part que merci Enger pour l'opportunité de ce podcast. Ce que je peux dire, c'est que c'est méga agréable et utile en fait d'avoir du temps et donc ces formats-là sont extrêmement précieux. De pas s'arrêter à juste une biographie, un CV, un profil LinkedIn, mais en fait juste d'avoir une opportunité d'exprimer ses pensées, d'avoir un espace de réflexion aussi, parce que accessoirement c'est pas du par cœur qui est recraché pendant un podcast, c'est spontané. Je pense que ça c'est extrêmement précieux, donc merci pour ton travail et pour apporter ta pierre à l'édifice. Merci à toi. Écoute, merci beaucoup Swazik, c'était vraiment vraiment cool. Et les auditeurs, s'ils veulent te suivre ou te joindre, je pense sur LinkedIn. Sur LinkedIn et sur Instagram. Je pense que c'est les deux réseaux sur lesquels je suis le plus en ligne. Et puis bien entendu de suivre du coup les réseaux sociaux également de Empower. Oui, si vous êtes entrepreneur ou si vous vous intéressez à l'entrepreneuriat, en fait regardez aussi s'il n'y a pas un programme qui existe pour vous. On agit dans plusieurs pays, en Afrique et en Europe principalement. On a plusieurs formats, plusieurs programmes d'accompagnement qui correspondent à différentes étapes d'un parcours entrepreneurial ou à différents secteurs. Donc il y a de fortes chances, si ça vous intéresse, que on ait des choses qui puissent vous convenir. Donc n'hésitez pas à frapper à notre porte. Yes, de toute façon je mettrai tous les liens dans les références de l'épisode. Top. Merci beaucoup Swazik. Merci Enger. À bientôt. Merci pour votre écoute. Vous trouverez toutes les références dont on a parlé sur le descriptif de l'épisode et sur le site www.gatemery.com. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux sociaux. Instagram, sous le pseudo @gatemery. Sur LinkedIn, directement en me contactant, Engersar, N'_Geursa2R. On sera ravis de vous lire. Si vous écoutez ce podcast et que la question de la réussite vous taraude, on vous a préparé un e-book téléchargeable gratuitement sur les 10 questions fondamentales à se poser pour définir son sweet spot. Autrement dit, votre réussite. Et bien sûr, si vous le pouvez, mettez des avis sur Apple Podcasts et surtout parlez du podcast autour de vous. C'est le meilleur moyen de promouvoir tous ces nouveaux modèles de réussite. Portez-vous bien et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Gatemery.